Bienvenue aux éditeurs de la radio du cinéma. Nous voici aujourd'hui dans un musée, un lieu atypique pour parler de cinéma. En tout cas, un musée, c'est un musée particulier, c'est le musée de la Libération de Paris, qui s'appelle également le musée du Général Leclerc, mais qui s'appelle également le musée Jean Moulin. J'ai en face de moi Sylvie Zedman, qui est la directrice de la réouverture de ce musée puisqu'il a déménagé entre-temps. Bonjour Sylvie Zedman. Bonjour. Ce musée, par définition, il parle au départ de la guerre. Oui, c'est un musée qu'on a voulu, un musée d'introduction à la Seconde Guerre mondiale. À la fois en utilisant le parcours de Jean Moulin, le parcours du Général Leclerc, qui sont les deux protagonistes pour lesquels nous avons des collections importantes. Et on a voulu que ça puisse parler à nos visiteurs, même s'ils connaissent peu de choses finalement, et que ce musée soit là une porte d'entrée vers une histoire très complexe et qui donne toujours à réfléchir aujourd'hui. Et j'invite vraiment les auditeurs de la radio du cinéma à se rendre curieux de cette exposition qui s'appelle donc Paris brûle-t-il. Et évidemment, cette exposition, en fait, elle parle de ce fameux film réalisé par René Clément avec une distribution, mais alors exceptionnelle. Mais je vous invite à nous faire voyager dans cette exposition qui détaille, qui décortique plein de scènes du film, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses très instructives qui, pour le coup, parlent du cinéma. Alors, on a vraiment fait une exposition sur un film. C'est quand même assez rare, il faut bien le dire. C'est même exceptionnel. Ma co-commissaire Sylvie Lindeperg est professeure à l'Université Paris 1. Elle est historienne et spécialisée dans l'histoire du cinéma. En 2015, lorsque j'ai eu la charge donc, de transférer le musée pour l'ouvrir place d'Enfer Rochereau, donc j'avais dans l'idée de faire quelque chose autour de ce film. Et donc j'ai été voir Sylvie Lindeperg et je lui ai demandé mais est-ce qu'il y a matière? Elle m'a dit bah oui, il y a matière. Et donc on a travaillé à partir de tout ce qu'elle avait réuni scientifiquement. Elle avait été à la Fondation René Clément, elle avait compulsé énormément de choses. Donc on a tout réuni, on a travaillé ensemble. Et puis finalement, eh bien vous voyez, pour le 5e anniversaire du musée, 80e anniversaire de la Libération de Paris, donc on a proposé cette exposition. Tout est parti d'un livre, comme vous l'avez dit, qui est écrit par deux journalistes. Un Français et un Américain. Collins et Lapierre. Ce sont de jeunes journalistes à l'époque qui ont rencontré énormément d'anciens résistants, de témoins de la Libération de Paris, et ils ont fait un livre sur, je dirais, un livre de journalistes. Ce n'est pas du tout un livre d'historien. À l'époque, il y a déjà des livres d'historiens, bien sûr, sur la Libération de Paris. Mais là, on est sur un livre vraiment de journalistes. Succès immédiat. Donc en 1964, on s'arrache le livre. Il se vend extrêmement bien. Il s'appelait Paris brûle-t-il. Il s'appelle Paris brûle-t-il. Voilà. Et là, évidemment, le cinéma s'intéresse à ce livre qui est un best-seller pour en faire un blockbuster. Et donc deux visions vont s'affronter, en fait deux producteurs. Un producteur qui est un producteur extrêmement connu, qui a réussi un coup de maître quelques années auparavant avec Le jour le plus long. Quelle recette? Un casting incroyable, un budget phénoménal, un lancement incroyable d'un point de vue de communication. Et de l'autre côté, Paul Gretz, qui lui est un producteur de films de la qualité française. C'est plutôt Monsieur Ripois. Voilà, Le Diable au corps, Gérard Philippe. Et puis finalement, c'est bien Paul Gretz qui va obtenir les droits du livre. Mais que va-t-il faire? Appliquer les recettes de Daryl Zanuck. C'est un peu la version française. C'est un peu la version française, mais Paul Gretz va s'apercevoir, il va choisir René Clément, comme on va en reparler, pour être le réalisateur. Et Paul Gretz va s'apercevoir qu'on est très loin d'une épopée. On est dans une histoire politique. Et là, au cinéma, c'est plus compliqué. Et là, en fait, il commence à y avoir beaucoup de peaux de banane qui se présentent au milieu du chemin. Alors, le premier problème, c'est que vous imaginez bien qu'en 1966, on est à 20 ans de l'événement. C'est frais, hein? C'est tout frais. Mais pire que ça, je dirais, les protagonistes sont tous là. Ils sont tous en vie, à part Leclerc. Mais ils sont tous en vie. Et donc, il va y avoir déjà un premier problème, hein,
c'est qu'il faut que le casting corresponde aux attentes des protagonistes. Parce que non seulement ils sont en vie, mais ce sont des hommes de pouvoir. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale. Henri Rol-Tanguy, lui, est membre du comité central du Parti communiste, etc., etc. Donc ce sont tous des hommes influents. Et que dire du premier d'entre eux, le général de Gaulle, qui lui est président de la République. Donc vraiment, il a fallu faire preuve d'une diplomatie incroyable pour que les uns et les autres acceptent le film, acceptent aussi l'acteur qui les incarnait. Et puis là, il va y avoir d'autres problèmes qui sont des problèmes politiques qui vont se greffer dessus. Le film, je dirais, il est probablement attendu, d'autant plus que les vedettes qui sont choisies sont des vedettes internationales, des vedettes. Pour incarner Jacques Chaban-Delmas, il y a Alain Delon. Yves Moranda, c'est Jean-Paul Belmondo. L'un des grands méchants de l'affaire, qui est un traître, va être joué par Jean-Louis Trintignant. Évidemment, Henri Rol-Tanguy. Henri Rol-Tanguy, qui est le chef des FFI pour la région parisienne, va être incarné par Bruno Kremer. Le consul de Suède, Raoul Nordling, va être interprété par Orson Welles. Incroyable. Donc, on aura Anthony Perkins qui va incarner un GI. On a une pléthore de vedettes, y compris allemandes, puisque Gerd Freub. Et donc, il joue très souvent les généraux allemands. Et puis, un acteur qu'on connaît moins en France, qui s'appelle Bill Frick, qui est suisse, et lui qui est un acteur spécialisé dans les rôles d'Hitler. Et toute sa carrière va consister à jouer, même certains font une petite apparition, Simone Signoret par exemple, en tenancière d'un bar. Donc on a vraiment pléthore d'acteurs. Dans l'ensemble, tous les protagonistes vont être assez contents de l'acteur qui les incarne, sauf la famille du général Leclerc, qui elle est très réticente, vraiment très réticente. Et là, il faut un concours de circonstances. Vraiment, alors on l'explique dans l'exposition, je ne reviens pas dessus, on garde le suspense. Mais un concours de circonstances incroyable qui va faire que Claude Rich va incarner le général Leclerc. Mais Claude Rich a déjà joué dans le film, il a déjà tourné des scènes du film où il interprète un autre personnage de la Fouchardière. Donc il va falloir trouver des ruses pour que Claude Rich puisse faire les deux personnages, deux personnages différents dans le même film. Autrement dit, c'est un film qui ouvre plein de portes pour l'analyse et puis pour le plaisir aussi. Reste un dernier personnage, un dernier protagoniste de l'époque. C'est le général de Gaulle. Qui pour incarner le général de Gaulle? Et là, René Clément va avoir une phrase très forte. Il va dire je peux incarner le diable, Hitler, mais pas le bon Dieu. Alors on pense qu'il y a eu des contacts avec l'Élysée, on le sait au travers de courriers de résistants qu'on a mis d'ailleurs dans l'exposition, et la chose ne paraît pas tranchée. Et au final, René Clément va faire quelque chose d'assez incroyable. Il va être servi en ça par le décès, c'est dur à dire, de Paul Gretz, du producteur, qui lui voulait absolument un acteur pour incarner de Gaulle, qui avait même fait écrire des pages de scénario avec le général de Gaulle. Donc tout était prêt, mais il va décéder. Et donc René Clément va prendre sa liberté par rapport au sujet, et donc ce qu'il va faire, lui, faire en sorte que dans le film, on ne voit pas le général de Gaulle, sauf à la fin, avec des images d'archives de 1944. Et ça, c'est un beau tour de force, en fait. La libération de Paris a été symboliquement tellement forte, un événement tellement incroyable qui marquait la fin, en fait, du Troisième Reich, hein, la première fin, si on veut, le début de la fin. Ça a été tellement fort que c'est un événement qui s'est entendu jusque dans les camps de concentration. On a su que Paris était libéré. Donc c'est pas n'importe quoi cet événement. Et donc il était très compliqué de ne faire un film qu'avec de la fiction pure. Donc René Clément a utilisé deux choses. D'une part, il s'est appuyé sur des films qui avaient été filmés en 1944 pendant les événements par des cinéastes professionnels qui ont sillonné les rues de Paris et qui ont tourné. Et donc il y a vraiment des films de 1944 particulièrement intéressant. Donc, il s'en est inspiré et il a rejoué en quelque sorte des scènes très connues à l'époque de 1944.
il les a fait rejouer. Il les a embellis. Hein. Donc c'est ce qu'on montre dans l'exposition. On montre l'archive et on montre l'extrait de film qui correspond à cette archive. Et puis par ailleurs, il s'est servi d'une pellicule spécifique qui permettait ça. Il a inclus des morceaux de films de 1944 dans son propre film. Et alors, si on n'a pas l'œil attiré, et c'est ce qu'on fait, on attire l'œil du visiteur là-dessus, si on n'a pas l'œil attiré, on ne le voit pas, on ne s'en rend pas tellement compte. Mais quand on vous l'a dit, vous voyez que ça n'est pas exactement le même grain, c'est pas exactement la même qualité d'image, ça se voit. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on attire l'œil du visiteur. Ça va trop vite. Voilà, c'est ça. Les scènes, on a décrypté des scènes du film pour leur donner leur dimension dramatique, mais aussi leur contextualisation, pour qu'on comprenne bien ce qu'il y a derrière ces scènes-là. Et puis, au niveau des objets, on a fait tout un travail pour se dire, mais en 1966, qu'est-ce qui reste des objets de la libération de Paris? Donc pour ce qui est des scènes du film, donc, on présente alors de façon extrêmement pédagogique. Sylvie Lindeperg explique à l'écran la scène. Elle explique par exemple une des scènes qui est la rencontre de Jacques Chaban-Delmas et de Rol-Tanguy. Donc l'un est gaulliste, l'autre communiste. Jacques Chaban-Delmas annonce que les armes n'arriveront pas de sitôt sur Paris. Et Henri Rol-Tanguy, lui, il dit « mais sans armes, non, moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est l'insurrection. J'ai besoin des armes, je veux lancer l'insurrection. » Et le dialogue est, je dirais, assez soft. Par contre, Sylvie Lindeperg pointe la musique. La musique, elle, ne l'est pas. Il y a d'abord les cadrages qui donnent une intensité particulière à Rol-Tanguy, il est presque dangereux. Et puis, la musique et terriblement accentue cette impression de danger, de risque. Oui, il va y avoir une insurrection, c'est très risqué, c'est grave, il va y avoir un bain de sang. Et d'autant plus que la séquence suivante commence par une séquence d'actualité, de film d'actualité, disant que Varsovie a été rasée parce qu'elle s'était opposée aux Allemands. Et donc, de façon complètement sous-jacente dans cette scène-là, vous avez tout le risque potentiel que représentent les communistes. Et ça, sans que ce soit écrit dans le scénario. C'est quand même assez fabuleux. Donc c'est bien décortiqué, c'est bien présenté, on a fait ça pour quelques scènes. Et puis par ailleurs, pour l'univers mental des Parisiens et des gens en 1966, nous avons mis des objets de 1944, de la libération, des vrais objets, qui sont tirés de nos propres collections. Ces objets-là ne sont arrivés que récemment au musée. Ça veut dire que les gens les avaient chez eux. Les gens avaient chez eux encore ce drapeau confectionné par maman, par mamie, au moment, le 25 août, le 26 août 1944. Les gens avaient encore chez eux, on montre une petite robe taille 2 ans. Bleu, blanc, rouge, oui. Exactement, bleu, blanc, rouge, qui a été faite, cousue par une mamie pour sa petite fille, pour qu'elle puisse la mettre ce jour-là, le jour de la libération de Paris. Et vous ne savez pas, la petite fille, elle est venue voir l'exposition. Incroyable. Incroyable. 82 ans, elle est venue voir l'exposition. Ça nous fait vraiment plaisir. Mais c'était pour dire que cet univers-là, il est encore chez les gens. Et ça fait vraiment peu de temps qu'il a rejoint les musées. Et donc, voilà, on voulait montrer que vraiment, en 1966, vraiment les 20 ans précédents, on les vit encore. On les porte encore dans les mentalités. Sylvie, en fait, pour être totalement pragmatique, cette exposition, pour le visiteur, elle sert à quoi? On a vraiment voulu offrir une éducation à l'image. Vraiment une éducation à l'image, quelque chose de très pédagogique, pour expliquer qu'il faut vraiment prendre le temps avec les images. Il faut prendre du temps. Le cinéma, ça va vite, ça vous entraîne, ça déclenche des émotions. Mais attention, ça n'est jamais neutre. Aucune image n'est neutre. Et là, on l'a décortiqué pour le montrer, on s'est donné le temps de le montrer. Merci infiniment, chère Sylvie. Alors, il y a une tradition donc, à la radio du cinéma. Je vais vous demander en fait de nous offrir votre film préféré, votre musique de film préférée et votre réplique préférée
Chère Sylvie, la scène vous appartient. Absolument. Donc moi, je vais vous parler, oui, 2 mots sur mon film préféré, parce que je pense que c'est vraiment mon film préféré. C'est La vie est belle de Frank Capra. C'est un film qui est une leçon de vie, qui est une leçon de vie optimiste. Et c'est vraiment, pour moi, c'est de la magie. C'est de la magie pure, ce film. Donc j'y suis rentrée, je n'en sors pas. Et surtout quand ça ne va pas, ce film est là. Bon. Hello, Joseph. Trouble? Looks like we'll have to send someone down. A lot of people asking for help for a man named George Bailey. George Bailey. Yes, tonight's his crucial night, you're right. We'll have to send someone down immediately. Votre meilleure musique? Meilleure musique de film, c'est celle écrite par Neil Young pour Dead Man de Jim Jarmusch. Je suis fan. Bon, très bien. Et votre réplique favorite? Là aussi, j'ai pas besoin de réfléchir. Hein. C'est la réplique de Lino Ventura dans le film de Georges Lautner, Les Tontons Flingueurs. Une réplique qui est une réplique culte, mais à ma connaissance, Lino Ventura ne la prononce qu'une seule fois dans le film, c'est « On ne devrait jamais quitter Montauban ». Entre nous, à quoi penses-tu en général? À Montauban. On ne devrait jamais quitter Montauban. Eh bien, c'est fini. C'est fini avec la radio du cinéma.